Alors, merci déjà de m'avoir invité à la conférence. Pour faire un petit panorama rapide de l'Égypte, effectivement, c'est une locomotive de la région Méditerranée, mais aussi Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et c'est clairement depuis maintenant 2 ans une vraie locomotive au niveau africain. Ça a été une entrée fracassante, vous l'avez rappelé l'an dernier, sur le podium, en éjectant le Nigeria du podium en termes de nombre de transactions et en éjectant l'Afrique du Sud en termes du total montant, enfin, du montant total investi en Égypte, soit plus de 200 millions. Donc c'est pas anodin. Je pense que ce qui est bon de regarder, alors je sais pas s'il y a une secret sauce, mais je pense qu'il y a un travail très intelligent qui a été mené depuis longtemps sur les fondamentaux qui finalement permettent l'émergence d'un écosystème tech et digital qui soit cohérent. Il y a notamment des données bien sûr toujours un peu macro, c'est-à-dire quand vous avez un marché de 100 millions d'habitants, vous avez forcément des perspectives intéressantes pour tout entrepreneur qui souhaite s'attaquer à des problématiques dans le pays. Mais il y a derrière surtout une population jeune, 50% de la population qui a moins de 30 ans, qui est extrêmement bien formée et localement, donc des très fortes universités. Il y a un esprit tech-minded qui existe, un des plus forts taux de pénétration d'Internet mobile, le plus fort taux de pénétration des réseaux sociaux sur l'ensemble du continent africain. Et en parallèle, vous avez une absence, j'allais dire, de job pour cette population jeune avec un taux de chômage des 15-30 ans qui est plus de 30%. Donc ça crée forcément, j'allais dire, naturellement un vivier potentiel pour une jeunesse et pour l'entrepreneuriat qui est là, mais encore faut-il qu'il y ait d'autres éléments fondateurs et des blocs fonctionnels derrière. Et si on regarde l'écosystème du Caire, qui est vraiment le centre névralgique bien évidemment en Égypte, on se rend compte qu'en fait il y a eu petit à petit un vrai rôle de catalyseur qui a été créé par cet écosystème, des tech hubs, des accélérateurs, des gens comme Flat Six Lab. Il y a aussi toute une série de business angels qui se sont fédérés ensuite, Kero Angel, etc. Il y a eu les premiers VC, Venture Capital locaux, Saudi Venture, Algebra Venture, qui sont extrêmement solides et ont construit réellement au niveau seed et Series Z des choses extrêmement puissantes. Et puis il y a toute la panoplie des VC étrangers, notamment ceux du Golfe, qui ont en fait l'Égypte dans le cœur de leur mandat. Et donc ça veut dire que l'accès au financement est une réalité plutôt plus forte en Égypte qu'ailleurs. Et en parallèle, il y a un secteur privé qui, lui, donc avance de son côté. Il y a un secteur public qui vient essayer de mettre des conditions, que ce soit le régulateur, la Banque centrale égyptienne, pour essayer d'accélérer cette digitalisation de l'économie. Donc, ça fait beaucoup d'ingrédients pour effectivement rendre l'Égypte extrêmement attractive. Et je finirai peut-être par une petite note très rapide sur le contexte Covid. Parce qu'il y a ces fondamentaux-là très forts en Égypte, ce que l'on voit, et on en parlera nous un peu plus précisément en début d'année prochaine sur notre rapport annuel sur l'état de l'art du venture tech africain, mais on se rend compte que dans la phase Covid et post-Covid, grâce à ces fondamentaux-là très forts, l'Égypte n'a pas seulement résisté, mais elle a continué à accélérer. Alors vous avez raison sur le rappel des chiffres, c'est vrai que 19 millions sur 3 pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est peu, et c'était 8 deals. Donc on est très loin du compte, si je puis dire. Les causes, elles sont probablement multiples, et je n'ai pas nécessairement la prétention de pouvoir les lister toutes ici, mais ce que je peux probablement donner, c'est quelques réalités qui permettent d'éclairer le débat. Aujourd'hui, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est aussi 100 millions d'habitants, c'est un peu comme l'Égypte, mais effectivement fragmenté sur 3 pays. Et ce dont on se rend compte, c'est que même pour les pays les plus avancés dans leur politique publique favorisant la tech, et je veux parler par exemple de la Tunisie qui a fait son Startup Hack en 2018, quand on a un marché local de 12 millions d'habitants, on a forcément des contraintes. Et la contrainte première pour un entrepreneur, c'est que s'il veut être attractif et pouvoir construire quelque chose qui soit en termes de taille cohérente, et notamment pour être attractif pour les investisseurs, il est obligé, un entrepreneur tunisien est obligé de penser une expansion régionale cross-border immédiate. Donc la complexité de cette fragmentation-là de marché, de plus petite taille, est réelle dans la nécessité d'exécution pour les entrepreneurs. Donc c'est beaucoup moins simple.
Je dirais aussi qu'il y a une ambition entrepreneuriale au sein même des jeunes qui est beaucoup moins présente qu'en Égypte. Et la réalité, c'est qu'on a une jeunesse extrêmement fortement éduquée pour une partie d'entre elles, notamment qui a fait les Védiques à l'étranger, et qui vont naturellement trouver, lorsqu'elles reviennent au pays, vont naturellement trouver des offres d'emploi dans ces grands groupes corporate ou au niveau de l'État, et qui fait que l'attractivité du risque que l'on prend en étant entrepreneur à y aller avec, bien évidemment, peu de visibilité sur, en tout cas au début, sur ce qu'on on va être capable de générer en termes de revenus, ben ce risque-là, il est moins évident à prendre. Et le taux de chômage aujourd'hui dans ces pays-là est bien en dessous de celui d'Égypte. Bon, le Covid est passé par là, mais si je prends un pays comme le Maroc, on est quand même, avant Covid, on était à moins de 10% de chômage. Donc voilà, il y a de la place pour ces entrepreneurs potentiels dans ces grands groupes ou dans ces institutions gouvernementales, et le risque est plus difficile. Vaste programme, mais vous avez tout à fait raison. La rentabilité, c'est l'assurance de la scalabilité et de l'impact. C'est parce qu'on va financer des modèles rentables qui s'adressent à des problèmes cohérents du continent qu'on va être capable d'aller chercher un impact massif et un déploiement très large. Et moi, ce que je note, en tout cas, c'est que cette dynamique transformative qui est induite par la tech et le digital, notamment donc, sur le continent, elle a commencé à se construire depuis 4-5 ans. Et les perspectives actuelles, mais surtout les perspectives à venir, sont, de mon point de vue, inégalées probablement à l'échelle de la planète. Et peut-être donner quelques points ici. Le premier, c'est que en Afrique, les entrepreneurs africains ne sont pas là pour aller sur des marchés de niche, faire de la deep tech. Ils sont là pour construire, grâce à la tech et au digital, des nouveaux usages qui sont transformatifs, c'est-à-dire des nouveaux business models, comme vous disiez, qui, eux, sont rentables et qui vont venir s'attaquer absolument à tous les pans de l'économie. Et qui sont tous des marchés colossaux. Que ce soit les secteurs de services financiers, paiement, assurance, la partie retail, le commerce, sans parler de la partie informelle, l'énergie, la santé, l'éducation, absolument tous ces secteurs-là structurels de l'économie sont aujourd'hui en train d'être transformés par les startups tech et digitales. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre point important, c'est qu'il faut bien voir que le copy-paste de ce qui marche bien à l'extérieur et qu'on essaie de pousser sur le continent, peut être un angle, mais souvent pas le meilleur. Mais dans la réalité, l'innovation vient vraiment du terrain. Et qu'en sus, l'Afrique est en train de leader l'innovation dans beaucoup de secteurs au niveau mondial. C'est le cas des services financiers qui sont autour, bien évidemment, de la partie mobile money, où on a sur le continent le nombre le plus large de comptes actifs au niveau de la planète. Mais c'est aussi vrai sur l'accès à l'énergie, qui aujourd'hui est énablé par la tech. Tout simplement parce que 50% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde sont en Afrique, malheureusement. Donc ça permet aux entrepreneurs de se dire je veux venir craquer ça, et on a aujourd'hui l'innovation extrêmement forte. Et dans les chiffres, si on regarde les chiffres, bah c'est une réalité qui se traduit. On avait quasiment aucun investissement sur le continent il y a 5 ans, on était à 2 milliards l'an dernier, donc les multiples sont là, on est sur une trajectoire qui pour moi est au-delà de celle de l'Asie-PAC, l'Asie-Pacifique, avec une différence, je pense, majeure, qui est qu'il n'y a pas de raison que la limite haute soit capée. Tout simplement parce que on est sur un terrain de jeu jamais vu à l'échelle de l'évolution de l'humanité, qui est que à la fin de ce centenaire-là, vous aurez 40% ou 40% de la population mondiale qui est en Afrique. Donc les enjeux qui attendent le continent sur cette période-là sont stratosphériques. Et j'envie beaucoup les entrepreneurs qui s'attaquent à ces problèmes structurels du continent, parce que ce sont des opportunités extrêmement, extrêmement larges. Et c'est probablement le plus beau terrain de jeu pour un entrepreneur à ce jour.